Ce sera donc à Monsieur Zubelinga de prendre la parole et de nous éclairer sur la façon dont il perçoit ce problème quand même qui est extrêmement complexe. Il faut vous appuyer sur votre... Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vu la présentation implicite qui me précède, je vais avoir du mal à être dans un rôle de composition. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité, sachant que j'ai effectivement été de ceux qui ont commis l'un ou l'autre article, l'un ou l'autre ouvrage en relation avec le franc CFA. Et donc je l'ai fait et vous avez malgré tout tenu à m'associer à vos travaux. Je vous en sais gré. Et je voudrais penser en tout cas que tout le monde ira jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire faire en quelque sorte une opération aussi de vérité. Les monnaies ont besoin de vérité. Si nous sommes aujourd'hui devant une commission parlementaire qui est les affaires étrangères, c'est bien que la perception française aujourd'hui, c'est que cette monnaie n'est pas qu'une monnaie africaine, sinon on n'en déciderait pas au Parlement français. Et c'est aussi une perception encore plus profonde, c'est que les externalités aujourd'hui négatives de cette monnaie génèrent en Afrique un certain nombre de tensions qui probablement, en tout cas qui à mon sens, ne sont pas des tensions négligeables. Je les qualifierais même d'explosives, dans le sens où elles sont portées par la jeunesse. Et donc la démographie du rejet va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un rejet qui est limité à l'Afrique francophone. Il y a aujourd'hui des conférences partout en Afrique qui parlent du franc CFA, en Afrique du Sud, etc., au Malawi. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, voire une très bonne chose, que vous vous souciez de cette question. Qu'il me soit donc autorisé de me souvenir d'un 29 mai 2005, que vous connaissez tous, puisque c'était le jour du traité de Rome 2005, et que nous sommes effectivement un 29 mai. Voilà, on se rappelle du résultat. C'est donc exactement il y a 24 ans. Pourquoi est-ce que je rappelle cet événement historique? C'est parce qu'en réalité, les populations africaines qui sont utilisatrices du franc CFA n'ont jamais eu l'occasion de participer démocratiquement à un exercice les amenant à choisir leur monnaie, à choisir leurs options monétaires. Ça ne s'est jamais produit. Avec d'ailleurs ce paradoxe énorme que vous apprécierez, c'est que pour changer le nom de cette monnaie qui est dite africaine, il a fallu que le Parlement français se prononce, et le Parlement français s'est prononcé sous le regard de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les avis de conformité de l'Union européenne, mais jamais aucun Parlement africain ne s'est prononcé. Ça veut dire qu'en gros, l'écho, s'il avait existé ou s'il était amené à exister, pourrait exister par des décisions de Parlement européen ou du Parlement français, approuvées par l'Union européenne, sans avoir à requérir l'avis des parlementaires, ne serait-ce que vos collègues africains. Je pense que c'est quand même une question à laquelle vous pourriez aussi, en tant que parlementaire et représentant du peuple, vous pourrez vous poser aussi quelques questions. Ce que je souhaite mettre en avant ici, et mon accroche va dans ce sens-là, c'est le fait que la monnaie va au-delà de la question purement économique, de la question du lien, disons, de la tenue d'un taux de change qui serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre, etc. La monnaie va bien au-delà de cela. Et même l'économie va au-delà de ça. Aujourd'hui, une des monnaies qui maintient son niveau par rapport au dollar, c'est le kwacha de la Zambie. Et pourtant, l'économie zambienne va très mal. Mais leur monnaie réussit à se maintenir à un niveau élevé parce qu'ils ont suffisamment de réserves pour maintenir leur monnaie à un haut niveau.
mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la vitalité de leur économie actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon sens, je suis plus pour une approche plus institutionnaliste, plus multifactorielle de la monnaie. La perception qui apparaît à nombre d'Africains sur la question du franc CFA, elle est effectivement historique. Mais il ne s'agit pas d'un péché originel. J'apprécie l'expression, et je remercie Bruno Cabriac d'en avoir parlé. Il s'agit d'une constitution. Ce n'est pas un péché qui se serait produit à un moment donné, mais c'est une forme de génétique de la zone. Elle est constituée avec un certain nombre de principes qui sont des principes de la colonie. Ces principes, quand on dit que ce sont des principes de la colonie, ce n'est pas une agression verbale. C'est un fait d'abord historique, mais c'est aussi une rationalité. C'est-à-dire que vous avez un empire, vous voulez donner un visage à votre empire, et qu'est-ce que vous faites ? Entre autres, il y a des frontières, il y a des signes monétaires qui vont se distribuer au sein de l'Empire. Il y a une banque qui va réguler la circulation monétaire, aussi bien en métropole que dans les colonies. Donc en réalité, les 4 principes cardinaux, à savoir la centralisation des réserves, l'arrimage fixe à un taux de change, etc., la libre transférabilité des fonds, des capitaux, ce sont des principes qui sont des principes naturels à un empire et qui sont naturels à une colonie. Et ces principes sont aujourd'hui encore fonctionnels. Ce qui, évidemment, pour les Africains, entretient l'idée d'une colonialité monétaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de colonie à une situation indépendante, mais avec les mêmes principes que les principes de la colonie. D'autant plus qu'il n'y a pas eu réellement de sollicitation des parlementaires, des peuples, etc., pour approuver ces passages-là. On est arrivé même à un énorme paradoxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, perdu des degrés de liberté du point de vue africain dans le passage à l'euro. Si vous lisez la décision du Conseil du 23 novembre 1998, que je recommande toujours, dans cette décision, l'Union européenne dit clairement à la France, je suis d'accord avec les unions monétaires que vous garantissez, entre guillemets, mais à une condition. Vous ne pouvez faire aucune modification substantielle sans que 3 services au moins de l'Union européenne non seulement soient d'accord, mais valident, soient tenus informés régulièrement de l'évolution de ces accords. Donc les Africains passent d'une situation où ils avaient ce qu'on appelle une tutelle monétaire vis-à-vis de la France, à une double tutelle, puisque désormais, l'Union européenne peut, si elle le souhaite, intervenir sur cet accord en estimant que pour X, Y raison, il ne convient pas aux politiques européennes. Même si c'est hypothétique, c'est quand même statutaire. Donc on passe, avec le temps, plutôt que de gagner en liberté, en indépendance, entre guillemets, on se retrouve avec un système qui n'est plus vraiment colonial, mais qui est quelque part hyper-colonial. C'est-à-dire que la colonialité s'est redistribuée sur l'ensemble des pays européens, puisqu'ils ont droit, chaque pays a droit de décider ou de s'opposer éventuellement à n'importe quelle décision qui pourrait être prise par les Africains ou même par la France. Et il faut préciser que cette décision du Conseil européen s'adresse à la France. C'est d'ailleurs, je crois, c'est le dernier article, il y a 7 articles. Ce qui voudrait bien dire que cette décision de l'Union européenne fait des pays africains une forme de colonie monétaire. Parce qu'en fait, dire qu'ils ne peuvent pas, en gros, bouger le taux de change, ils ne peuvent pas décider, par exemple, d'intégrer un autre pays de la zone sans avoir l'avis, d'abord, l'accord de la France, et que la France remonte cet accord au niveau de l'Union européenne, explicitement au niveau de la Banque centrale européenne, au niveau du Comité monétaire et financier, au niveau de la Commission. Donc 3 instances. Donc c'est difficile, dans un tel contexte, d'imaginer qu'on parle de souveraineté monétaire. Mais avant de parler de souveraineté monétaire, il faudrait aussi, et je pense que tous les panélistes ici connaissent la question même de la souveraineté avant d'être monétaire. Et c'est pour ça que je suis obligé un peu de dévier du schéma que j'avais prévu, pour préciser, là encore une fois, dans cet échange qu'on nous a demandé sincère, la notion de choix me paraît
difficile à argumenter. Les pays africains en 1945 sont des colonies. C'est en 1945 que le franc CFA est créé. C'est en 1945 que la France fixe le premier taux de change. Elle fixe un autre en 1948, ensuite en 1958. Entre 1958 et 1994, il n'y a pas eu d'autres taux de change. C'est le même. Ce qui veut dire que ces pays-là ont fonctionné avec les décisions qui ont été prises tout à fait normalement par la France à son époque dans son empire africain. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les taux de change, on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les règles qui régissent en tout cas les règles, je dirais, cardinales, qui régissent ces unions, même s'il y a eu plusieurs innovations et plusieurs ajustements à travers le temps. Mais les principales règles sont issues de cette époque-là. Et il faut savoir aussi qu'avoir un taux de change fixe, ça, je pense que c'est important aussi de relire dans la perspective qui est celle des Africains. Les Africains lisent le franc CFA avec l'ensemble des outils et instruments de la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez toujours associer ceux qui font des protestations fortes vont associer le franc CFA avec la présence militaire française, avec le fait d'avoir des langues officielles, la langue officielle comme le français, parce que ce sont des accords, entre guillemets, qui ont été signés lors du passage de la colonisation aux indépendances. Donc la lecture, la perspective des Africains de ce point de vue-là, la rationalité qui les anime, c'est de dire finalement on a une espèce de bloc, en gros, qui lie l'économie, la monnaie, les aspects culturels, les aspects militaires, comme un élément, comme un bloc vis-à-vis duquel on a du mal à trouver des marges de liberté. Ça explique en grande partie la situation actuelle, qui n'est pas un simple rejet. Parce que il faut savoir que la contestation du franc CFA est très ancienne. Elle naît avec le franc CFA. Elle a été le fait même de certains experts français. Parce que vous savez qu'il y avait une discussion entre le ministère des colonies et le ministère des Finances. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Il y a eu ce débat-là. Certains disaient, si on a deux monnaies dans le même empire, ça va poser tel et tel problème, etc. Donc il y a eu une contestation qui est aussi une contestation de chercheurs, d'économistes, depuis les années 50-60. Donc ce serait dommage de présenter ça essentiellement comme une espèce de simples protestations. Est-ce que vous pouvez conclure? Alors, je comprends très bien ce que vous dites et c'est passionnant. Mais oui, effectivement, je suis à ma 12e minute. Je vous remercie. Alors, ce que je devrais dire pour conclure, c'est que l'analyse coût-bénéfice, externalité, faite par les Africains, ne permet pas de valider l'institution franc CFA comme étant une institution de développement. Parce que tous les avantages qui sont associés au franc CFA ne renvoient pas, si on prend la stabilité, mettons, monétaire ou des prix, ça ne donne pas davantage d'investissement direct étranger aux pays africains de cette zone-là. Ils n'en ont pas plus que les autres. La stabilité monétaire ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de pauvreté. Et les travaux, y compris de M. Cabriac ou du Ferdi, reconnaissent qu'on ne peut pas associer le franc CFA à quelque chose qui aille dans le sens de plus de croissance ou plus de développement économique. Donc, il me semble qu'il faudrait plutôt penser et admettre que les Africains, aujourd'hui, sont engagés vers d'autres schémas. Leur schéma, c'est d'abord l'intégration africaine comme paradigme, avec des outils comme la zone de libre-échange, l'intégration régionale, etc., etc. La multilatéralisation et la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui souhaitent adhérer au BRICS+, par exemple, et que ces nouveaux chemins ne sont pas nécessairement congruents avec le franc CFA. Par contre, et je termine là, Monsieur le Président, si vous permettez, il faudrait également, à mon sens, dire que les 3 pays du Maghreb ont quitté le franc CFA à l'indépendance. À leur indépendance, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Okay, ils ont opté pour leur monnaie. Aujourd'hui, ce sont les premiers partenaires économiques de la France. Et ce sont des pays qui se comportent très bien du point de vue économique. La monnaie tunisienne est une monnaie qui résiste très bien, qui est un change flexible, mais qui résiste très bien à la situation actuelle, qui a un niveau, une cotation vis-à-vis du dollar qui reste très stable. Donc le fait
de sortir de la zone franc, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'implique pas que les pays n'auront pas eu de relations avec la France. Au contraire, la France s'entend même très très bien avec des pays qui sont sortis de la zone franc, et ses meilleures relations économiques, elle les a avec des pays qui ne sont pas de la zone franc, comme l'Afrique du Sud ou comme le Nigeria, etc. Je vous remercie. Je vous remercie. Désolé d'avoir été long. Non, pas du tout, vous n'avez pas de vous désoler, c'était au contraire très passionnant. Donc je crois que nous avons, grâce à vous trois, nous avons appris beaucoup de choses. D'abord, pour préciser ce que vous venez de dire, c'est clair que l'asymétrie historique et politique entre la France et les États membres de cette zone pèse très très lourd. Mais je crois, et vous avez tout à fait raison de souligner que là où des choix différents ont été faits, ça ne met pas en cause la qualité, parfois d'ailleurs imparfaite, des relations entre les pays qui sont monétairement indépendants et la France. Donc là, je crois qu'il faut vraiment dissocier ça, et je pense qu'un pays comme la France est tout à fait ouvert sur cette question et ne lie pas du tout l'intensité des liens à créer avec les États africains au maintien de ce système, même si nous y voyons les uns et les autres un certain nombre d'avantages. La deuxième chose, je crois que vous avez posé tous deux problèmes économiques quand même très importants, qui sont un peu différents, qui sont les mêmes problèmes qui se posent à l'euro, c'est-à-dire le problème de l'arrimage. Est-ce qu'il est logique d'arrimer les monnaies africaines à une entité qui est l'euro, en réalité, qui est fondée, dont l'évolution est fondée sur d'autres espaces économiques, et donc là, il y a certainement une réflexion à faire, de même qu'on se pose la question pour le franc par rapport à la zone européenne. Troisièmement, enfin toujours sur le plan économique, est-ce qu'il y a un inconvénient à avoir un niveau élevé de valeur? Ça, c'est le problème que nous nous posons aussi, nous, Français, dans la zone euro. Est-ce qu'on a une monnaie surévaluée pour nos échanges ou pas? C'est différent. Hein. Le premier problème, c'est un problème d'arrimage. Le second, c'est un problème de fixité, en fait, d'arrimage à une zone qui ne convient pas. Et la quatrième chose, et c'est un peu vers ça que convergeaient certaines réflexions finales de notre dernier intervenant, quelle est la part de l'intégration à la zone euro et la part de la mutualisation à l'intérieur des zones, des deux zones, enfin des trois zones, enfin surtout la zone d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, les effets de mutualisation, notamment en matière de mutualisation des réserves. Est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionnerait sans la France? C'est pas évident, mais ça pose quand même un problème intéressant. Est-ce que le problème n'est pas il y a monnaie nationale, monnaie régionale et monnaie dans la zone. Et ces trois niveaux, est-ce qu'ils peuvent être distingués? Voilà, je n'en dis pas plus. Je voulais simplement formaliser certaines des interrogations qui me paraissaient ressortir de cette excellente intervention inaugurale dont vous avez bien voulu nous gratifier. Maintenant, pour Renaissance, les groupes vont s'exprimer, et pour Renaissance, c'est notre vice-présidente, Madame Clapeau, qui va prendre la parole. Madame la députée de la Drôme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Messieurs, pour vos interventions. Et comme elles ne sont pas toutes convergentes, ça permet d'ouvrir le débat, et c'est bien ce qu'on souhaite dans une commission des affaires étrangères. Donc, parler aujourd'hui de l'Afrique sous l'angle de la monnaie, je trouve que c'est vraiment un angle très intéressant. L'Afrique, elle est toujours dans notre actualité avec les bouleversements récents politiques. Je pense bien sûr au coup d'État, Soudan, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, mais aussi au changement démocratique au Sénégal. On a forcément en tête les campagnes anti-françaises avec la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans plusieurs États africains, et des grands enjeux à la fois économiques, transition écologique, numérique, j'y reviendrai tout à l'heure, et les vulnérabilités liées entre autres à l'endettement. Ce sujet monétaire y est aussi dans l'actualité, puisque justement ces jours-ci, les États africains se réunissent dans l'association des banques, les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement.
Moi, je considère que l'Afrique, c'est un continent innovant, qui est fort de sa jeunesse, qui a besoin de stabilité et de levier de financement pour transformer ses richesses naturelles en création de valeur. Et la monnaie, comme ça a été dit par exemple par M. Cabriac, contribue à la stabilité et est en quelque sorte une immunisation à la montée des troubles. Alors la France a joué un rôle important dans le passé, mais je vais citer le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui était début avril en tournée dans différents pays africains. Stéphane Séjourné a déclaré que la France resterait à distance des décisions monétaires qui ne relèvent que des pays concernés. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du franc CFA, a-t-il dit. Maintenant, c'est aux États africains de décider. Alors, bien sûr, et vous l'avez tous dit, le nom même du franc CFA contient une symbolique forte. Monsieur Zebelinga, je vous ai bien entendu parler des externalités négatives explosives et qui débordent la zone du franc CFA. Moi, ma question, elle va porter plutôt sur le numérique et puis la confiance. Une monnaie génère de la confiance et se base sur de la confiance. Donc, comment, dans le contexte actuel, en particulier des campagnes de désinformation, pouvons-nous construire davantage la confiance autour d'une monnaie ? Merci. Je vous remercie. Lequel ou laquelle d'entre vous veut... je pense que 2 réponses seraient possibles. Voulez-vous commencer, monsieur ? Allez-y. Je vous rassure, Monsieur le Président, je serai bref. De la monnaie et à la confiance, je pense commencer par la confiance, parce que comme le disent les économistes institutionnalistes français, comme Orléans et autres, ce qui caractérise la monnaie, c'est la confiance. Et le problème qui se pose aujourd'hui, il ne faudrait pas se le cacher, c'est que le franc CFA a perdu quasiment toute sa légitimité. Quand je dis quasiment, c'est bien sûr les officiels ne le diront pas, mais les gens n'en veulent plus. Et si les officiels ne le disent pas ou les cadres ne le disent pas, il faut aussi reconnaître que par le passé, ceux qui l'ont dit l'ont quand même payé politiquement ou d'une façon ou d'une autre. Donc ça va être extrêmement difficile de forger de la confiance à partir d'un outil qui n'a quasiment plus de légitimité et dont l'illégitimité risque de croître compte tenu de la démographie sur laquelle est assise en fait cette critique. Cela dit, nous avons des problèmes qui sont plus des problèmes de fossé numérique, etc., etc. Donc les questions de numérique avancent. On pense qu'elles contribuent de plus en plus à l'inclusion monétaire de ceux qui ne peuvent pas avoir de compte en banque, etc. Mais de mon point de vue, ça reste encore précaire. Parce qu'on a ces problèmes de fossé numérique, on a encore des difficultés d'accès au numérique, même si ça progresse. Alors, je suppose qu'il y a de meilleures réponses et peut-être plus techniques ou plus techniciennes. Je vous remercie, monsieur Zebelinga. Madame Lafitau, vous voulez ajouter quelque chose ? Bien volontiers. Oui, je pense qu'effectivement, la confiance est la question cruciale. Dès lors qu'on parle de monnaie, c'est très important. Effectivement, dans les discours, le franc CFA est extrêmement rejeté. Dans la pratique, je dirais que la confiance est maintenue. Pourquoi ? Parce que on n'insiste pas. S'il n'y avait plus de confiance, les opérateurs, quels qu'ils soient, les ménages, les entreprises, les investisseurs, auraient changé de monnaie. Et c'est ce à quoi on assiste dans les pays voisins, c'est-à-dire que on utilise une autre monnaie dès lors qu'on n'a plus confiance. Or, on voit que c'est l'inverse. En ce moment, il y a énormément de chocs dans les pays africains, notamment liés à l'inflation, à la crise en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. On est dans un monde de plus en plus vulnérable. Et donc, on voit quelles sont les monnaies qui dévissent et quelles sont les monnaies qui restent stables, où du coup, le taux de change réel par rapport aux autres est bien maintenu. Et on voit que en pratique, je conteste pas du tout sur le problème de confiance dans les discours et dans l'opinion. Absolument pas. Dans la pratique, il me semble que ce n'est pas le cas. La deuxième chose, pour asseoir la confiance, si jamais il y avait une réforme, deux éléments sont majeurs, il me semble, pour maintenir la confiance. C'est des institutions solides. Si vous n'avez pas d'institutions solides, et ça, historiquement, on le voit dans tous les pays qui ont changé de monnaie, qui ont fait des réformes au niveau monétaire, si vous n'avez pas d'institutions solides,
alors les opérateurs n'auront pas, vous pouvez avoir n'importe quelle monnaie, n'importe quel régime de change, etc. Les opérateurs se reporteront sur d'autres monnaies. Donc effectivement, il faut premièrement, il me semble que les deux principaux critères pour asseoir cette confiance, quelles que soient les réformes qu'on mettra en place, c'est des institutions solides. Le Sénégal, par exemple, remplit ce critère. On l'a vu aux dernières élections, notamment avec le Conseil constitutionnel qui a maintenu les élections, etc. Et la deuxième chose, c'est un niveau de réserve de change suffisant. Monsieur Bellinga en a parlé tout à l'heure. Effectivement, dès lors qu'on a un niveau de réserve de change suffisant, ça nous permet effectivement de maintenir la liquidité monétaire dans le pays. Et donc, pour asseoir cette confiance, il faut avoir ces deux critères. Je vous remercie. Je vous remercie, madame, c'est très clair. Maintenant, c'est pour le Rassemblement national, c'est monsieur le député de l'Isère, monsieur Joly, qui va s'exprimer. Merci. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, monsieur le président, madame, messieurs. Quand quelque chose va mal, eh bien la France est le coupable idéal qu'on va pouvoir accabler pour se défausser de ses propres responsabilités et puis pour réunir autour de soi les petits groupes d'agités qui auraient sinon tendance à se battre entre eux. Le franc CFA sert de catalyseur aux haines des différents groupes et influenceurs pressés de renvoyer les Français en métropole pour pouvoir établir librement leur business personnel sur le dos des peuples qui ont le malheur de leur faire confiance alors qu'ils sont parfois eux-mêmes sous influence étrangère. Pourtant, quand on écarte la haine de la France de l'équation, eh bien, on constate que le franc CFA a plusieurs mérites, à commencer par celui d'assurer la stabilité monétaire et de protéger contre l'inflation. Il permet également de garantir la convertibilité immédiate en euros par le Trésor français et assure un taux de change fixe, tout en facilitant les accords commerciaux, le tout en favorisant l'intégration régionale et une interconnexion des systèmes économiques nationaux. Nous avons un exemple éloquent des résultats conséquents à la sortie du franc CFA avec Madagascar. En 1973, l'année où il a quitté la zone CFA, c'était le pays le plus riche d'Afrique de l'Est. Eh bien, il est aujourd'hui le 4e pays le plus pauvre de la région et le 6e du continent. Un véritable effondrement économique bien loin de l'Eldorado promis par les révolutionnaires anti-français. Alors, loin des fantasmes également qui mettent en avant le franc CFA comme un moyen de piller l'Afrique. Je rappelle qu'en 2023, l'Afrique subsaharienne, c'est 1,8% des exportations françaises et surtout 1,9% des importations. Et 11,6% des importations à caractère stratégique que sont les hydrocarbures, les produits agricoles et les minerais. Ça veut dire que pour 88,4% de ces ressources importées, eh bien, nous les faisons venir d'ailleurs. Donc non, nous ne sommes pas dépendants de la zone CFA et nous n'en tirons pas profit outre mesure. C'est également pour ça que, contrairement aux mensonges proposés par les partisans d'une Afrique débarrassée de la présence française, aucun dirigeant des pays ayant décidé de quitter le franc CFA n'a subi de mesures de rétorsion. Alors nous sommes pour notre part favorables au respect de la souveraineté des nations, ce qui n'empêche pas de voir quels sont leurs intérêts objectifs. Tous les mensonges répandus sur la France sont des éléments de propagande utilisés pour monter les populations africaines contre notre pays et récupérer les ressources exploitées en lieu et place des gouvernements installés. Alors voilà quelques éléments qui permettront de remettre l'église au milieu du village et de répondre aux arguments de ceux qui s'opposent au franc CFA. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Joly, de ce réquisitoire assez vif auquel je pense tel ou tel de nos invités souhaiteront répondre. Par exemple, M. Zebelinga. Je dis ça au hasard. Allez-y. Au hasard, je suppose que vous avez pris l'ordre alphabétique. Voilà, vous avez tout compris. Votre nom commence par un Z. Exact. Je pense que... encore une fois, je vous remercie d'avoir pris cette option d'inviter différentes... Vous n'avez pas commencé. Bon. Oui, madame, monsieur Joly, s'il vous plaît, taisez-vous et laissez parler. Pour l'instant, vous interrompez. Taisez-vous, je vous prie. Il y a un orateur qui parle, il est l'invité, c'est à lui de parler. C'est tout. Mais je vous demande de vous taire et je lui ai demandé de se taire. Alors, taisez-vous. Taisez-vous. Monsieur Zemelinga, je lui ai dit, et il se tait. Alors arrêtez. Arrêtez. J'en ai assez de présider des gens qui ne respectent pas leurs invités. Monsieur Zemelinga, à vous. Est-ce que vous pouvez le dire à tout le monde
Allez-y, monsieur. Oui. Donc, merci pour votre intervention. Je pense que si vous restez dans le prisme des pros et des anti-français, forcément, vous passerez à côté de la question, forcément. Parce que d'une part, les Africains, comme la France, sont dans un espace monde. Et tout le destin de la France n'est pas simplement le destin de ses colonies. Elle est allée vers d'autres espaces et a raison. Et à certains égards, elle n'est pas suffisamment allée vers d'autres espaces et quelquefois, elle n'a pas été très bien positionnée en termes de commerce international vers des pays émergents, vers des pays qui étaient plus dynamiques parce qu'il y avait aussi les anciennes rentes coloniales. Donc vous risqueriez de tirer un petit peu contre votre camp si vous restiez dans cette lecture un peu de pro et d'anti-français. Le franc CFA, d'abord, une monnaie, quelle qu'elle soit. Vous connaissez la question de la souveraineté. Elle a été développée en France par Jean Baudin. Enfin, il y a vraiment des auteurs français de très grande qualité, de très grand talent, qui ont argumenté sur ce que c'est que la souveraineté. La France s'est battue avec le général de Gaulle, déjà, pour sa souveraineté monétaire face au dollar. On connaît la fameuse expression de Monsieur le Président Giscard d'Estaing, le fameux privilège. Qui parlait du privilège, il avait une expression pour parler du dollar. Et donc, si la France s'est battue pour sa souveraineté monétaire, c'est parce qu'elle sait que ça a une importance. Là, le franc français a été dévalué pratiquement une vingtaine de fois au XXe siècle. Avant 1945 et après 1945, la France n'a jamais pris l'option de dollariser son économie. Et c'est à juste titre, parce qu'elle voulait garder sa souveraineté, qui est monétaire, mais qui est une souveraineté nationale plus généralement. Et si les pays africains s'inspiraient de l'exemple français, il y a longtemps qu'ils seraient partis tous du franc CFA. Je veux dire, ils l'auraient fait à l'indépendance. Comme l'ont fait, encore une fois, le Maroc, la Tunisie, les pays du Mékong, qui non seulement s'en portent pas moins bien, mais n'ont pas de moins bonnes relations avec la France. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte de critique vis-à-vis de la France, etc. Mais ce contexte, il est consécutif à quoi ? À la perception d'une continuité dont les peuples ne veulent pas. C'est ça la véritable question. Vous avez une monnaie qui, en tant que monnaie interne, c'est-à-dire une monnaie qui s'échange au quotidien, ne va pas être contestée, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres monnaies qui ont pouvoir libératoire dans l'espace africain. Donc les gens vont utiliser le franc CFA. Mais ce qu'ils contestent, c'est le caractère externe et les institutions qui gèrent le franc CFA. C'est ça, c'est là que se trouve la contestation. Et le fait de les ramener chaque fois à soit quelque chose d'irrationnel, soit quelque chose d'instrumentalisé, je pense que ça ne peut faire que augmenter, en fait, les grandes difficultés, et ça c'est vraiment important, que la France risque d'avoir à long terme. Je ne vois vraiment pas ce que la France aurait à gagner à avoir 2 milliards d'Africains qui sont convaincus que ce pays est, entre guillemets, le pire des pays à l'exception d'aucun autre. Parce qu'en fait, plus ce type d'institution perdure, et plus c'est l'image qui est développée. Il ne faut quand même pas oublier que lors du passage des troupes françaises, il y a quand même des populations qui se sont mises en travers des routes. On peut penser que c'est instrumentalisé, mais il y a eu ça aussi à Madagascar dans les années 70. Alors pour ceux qui sont sortis, pour votre information, je pense que vous le savez, la Mauritanie est sortie de la zone franc, elle ne s'en porte pas plus mal. Donc il n'y a pas de fatalité à ce qu'en sortant d'une zone, ça se passe pas bien. Il n'y a pas de fatalité. Au contraire, les pays en développement ont besoin de plus de politiques discrétionnaires, de plus de politiques adaptées à leur développement. Et ce n'est pas le cas pour le franc CFA parce qu'il est arrimé à une zone qui est un ensemble de pays développés, déjà industrialisés. Par exemple, il manque des éléments de gouvernance au niveau de la production, de la transformation productive. On n'en parle même pas dans les rapports sur le franc CFA, y compris malheureusement dans les rapports de la Banque de France. Merci. Je vous remercie. C'était tout à fait important que vous fassiez une réponse, que ce soit vous qui la fassiez, que vous fassiez celle-là. Mais ça avait pris un peu de temps par rapport à notre affaire. Est-ce que vous, Monsieur Cabrec, vous voulez ajouter quelque chose ? Je vous en prie, j'aurais mauvaise grâce à vous le refuser. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez être très bref, parce que je serai très bref et je vais profiter de. Pris quelques minutes. Je serai très bref et je profiterai de cette question pour préciser 2 points que j'ai déjà abordés. Mais c'est aussi en complément de ce qu'a dit Monsieur Zebelinga. Alors la stabilité monétaire et la faible inflation
je crois que beaucoup d'exemples nous montrent que ce n'est pas une condition suffisante pour le développement, et c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études. Mais par contre, c'est une condition nécessaire, et je donnerai qu'un seul exemple, tellement il est évident aujourd'hui, c'est celui de l'Argentine, qui était, lui, avant-guerre, et même encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des pays les plus riches du monde. Et donc, le fait d'avoir un taux de change fixe et de s'ancrer, et on peut s'ancrer et c'est un rôle d'encre, on ne se raccroche pas à une monnaie, c'est juste que c'est une encre qui sert comme encre interne des prix. Il est un choix qu'on peut tout à fait contester, mais qu'on ne peut pas totalement rejeter, parce que c'est le choix qui est fait par plus des 2/3 des pays en développement. Donc, si c'était un si mauvais choix, ça se serait. Et ça fait le lien avec un deuxième point que j'avais développé, qui est le lien entre ces unions monétaires qui correspondent, comme l'a dit M. Zembelinga, à une tendance panafricaniste qui a toujours existé en Afrique et qui est de plus en plus forte dans les populations. Or, pour constituer une union monétaire, il faut avoir des institutions fortes, ça a été dit par Madame Lafitto, ou une règle. Et dans les unions monétaires, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a une règle, c'est celui de la fixité du taux de change. Il y a une solidarité très forte. Chacun partage ses réserves avec les autres. Mais il n'y a pas de politique de change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique d'intervention. On donne les devises à un taux de change fixe. Si ce taux de change fixe venait à devenir flexible, qu'est-ce que ça veut dire de partager ses réserves? Ça veut dire de confier à une institution qui est une institution communautaire le choix d'intervenir et d'utiliser ses réserves. Or, le niveau du taux de change, il peut correspondre bien à un pays, il peut par contre être mauvais pour un autre pays. Ça varie en fonction des structures des exportations de ces pays, des structures économiques de ces pays. Et puis, si on utilise les réserves pour défendre un niveau de taux de change qui n'est d'ailleurs pas favorable à un pays parmi au sein de la zone, eh bien, il n'y a plus de devises. Et quand il n'y a plus de devises, surtout si on renonce à la garantie française, eh bien, on est en cessation de paiement. Et on est en cessation de paiement au niveau de l'ensemble de la zone. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce niveau de solidarité qui est très fort par la mutualisation des réserves, que nous n'avons même pas encore aujourd'hui, nous, en zone euro, est-ce qu'il est possible, sans qu'il y ait une règle claire de change? À ce stade, je ne le crois pas. Et donc, les deux options, le fait d'avoir un taux de change fixe et celle d'avoir des unions monétaires, sont, de mon point de vue, extrêmement liées. Je vous remercie. Je vous ai pas interrompu parce que c'était une réponse là aussi très substantielle. Simplement, il y a 10 ou 11 groupes avec les non-inscrits et si on a 11 minutes chaque fois, ça ne le fera pas. Pour la France Insoumise, c'est Madame la députée de la Seine-Saint-Denis, Madame Abou-Mangoli, qui va s'exprimer. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci pour vos présentations. Vous l'avez rappelé, le franc CFA est encore perçu comme un héritage colonial de la France. À noter, ce choix monétaire est celui de la majorité de dirigeants africains qui, pour beaucoup, ne sont pas élus démocratiquement. C'est donc le choix de la stabilité monétaire pour faire face aux instabilités politiques dont on s'accommode souvent fort bien. Le CFA souffre donc d'un gros problème de légitimité démocratique. Ces dernières années, les critiques contre cette monnaie se sont intensifiées, notamment à mesure que les différences économiques entre les zones monétaires du continent se creusaient. Il faut aussi ajouter les différents coups d'État, en fait, couplés à des sanctions économiques contre ces nouveaux régimes à la recherche d'alternatives économiques, pour reprendre les termes de leurs revendications. Plus globalement, les aspirations à la souveraineté monétaire sont en lien avec les aspirations à la souveraineté nationale. C'est ce que nous a expliqué le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors d'une conférence conjointe avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar il y a quelques jours. Fin 2019, Emmanuel Macron s'était engagé avec le président Ouattara de Côte d'Ivoire à enclencher une réforme du franc CFA. Ces déclarations ont été suivies de modifications de gouvernance, mais qui ne remettent pas fondamentalement en cause cette monnaie. D'autre part, le basculement vers une nouvelle monnaie, l'éco, tarde à se concrétiser.
L'arrimage à l'euro, une monnaie forte, a eu pour conséquence de renchérir les importations à l'ère de l'inflation post-Covid. Et par ailleurs, la dévaluation de l'euro par rapport au dollar états-unien a par ricochet entraîné une explosion de l'endettement des États de la CEDEAO, ces dettes étant contractées en dollars. Donc en 2024, il est nécessaire de sortir du système du franc CFA, qui a été un système de domination économique et politique exercé par la France et l'Union européenne et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité en termes de développement pour les peuples. Madame Lafitau, vous avez développé 3 scénarios de sortie du CFA. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Et pour vous, l'action des BRICS qui laisse entendre une volonté de dédollarisation des économies est-elle intéressante de ce point de vue-là? Je vous remercie, Madame Abo-Mangoli. En plus, vous avez été très, très brève, formidable. Madame Lafitau, je crois que c'est à vous que d'abord la question se pose, mais évidemment... Oui, alors, outre la question des scénarios, je reviendrai un peu par rapport à ce qui a été dit. D'abord, sur l'aspiration à la souveraineté nationale, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend. Et je pense que là, le débat, il est sur est-ce que les pays de ces zones souhaitent ou non rester dans la monnaie commune. C'est ça. Ok, et donc cette question, elle est centrale. Mais donc la réflexion doit se faire en Afrique, au niveau des banques centrales et au niveau de leur parlement, pour savoir est-ce qu'on souhaite maintenir une collaboration au niveau au niveau monétaire. Et là, la France, par exemple, ne siège plus, par exemple, au niveau de la Banque centrale des pays ouest-africains. Elle n'est représentée qu'à un siège au niveau de la BEAC. Et donc, les pays sont totalement souverains pour réfléchir à cette question en interne. Deuxièmement, sur le projet de l'ECO. On voit que le projet ECO, c'est un projet ECOWAS, c'est-à-dire, CEDEAO. Donc c'est un projet de monnaie commune à la fois au niveau de l'UEMOA, mais avec également les 7 autres pays de la CEDEAO, qui sont des pays qui n'appartiennent pas à la coopération monétaire. Ce projet, il est vieux de 30 ans, il ne cesse d'être reculé. Il semblerait que ça pose quand même beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce que on a vu notamment que le géant de la zone, c'est-à-dire le Nigeria, ne montrait pas de grand intérêt dans ce projet. Donc ça, c'est un peu le serpent de mer au niveau ouest-africain. Sur la dette... Pourquoi le Nigeria est-il réticent ? Pourquoi le Nigeria est-il réticent ? Parce qu'il est exportateur de pétrole. Donc, en fait, ils sont totalement contracycliques. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire un groupe si vous n'avez pas les complémentarités donc en fait, ils n'y ont aucun intérêt. Donc pourquoi ils iraient en gros mutualiser leurs réserves de change avec des pays où de fait la politique monétaire sera antagoniste. Leurs intérêts sont antagonistes, tout simplement parce qu'on a des importateurs de pétrole et on a un exportateur de pétrole très fort, le Nigeria. Troisième question, c'est sur la dette. Sur la dette, il faut faire attention. Si demain, effectivement, les pays sont en situation de vulnérabilité vis-à-vis de leur dette, c'est un problème majeur actuellement en Afrique subsaharienne. Si le franc CFA permet, comme l'a expliqué Monsieur Cabriac, d'avoir une monnaie arrimée de manière assez forte avec l'euro et donc avec le dollar. Si demain ils sortent, il risque d'y avoir une dépréciation ou une dévaluation. Ok ? Et donc à ce moment-là, ça voudra dire directement une facture beaucoup plus élevée qui double de l'endettement. Donc une sortie serait, en tout cas, il y aurait des points sur l'endettement qu'il conviendrait de bien anticiper, parce qu'il y a un risque en fait là. Donc sur les scénarios que j'avais proposés dans un papier, en gros on a 3 scénarios. On continue le scénario du régionalisme, on continue l'expérience régionale avec des modifications, comme l'a fait l'UEMOA en 2019, de certains arrangements, éventuellement certaines réformes liées donc à la parité. Est-ce qu'on souhaite maintenir la parité uniquement avec l'euro ou est-ce qu'on souhaite faire un panier de devises ? On pourrait imaginer un panier de devises. Est-ce qu'on souhaite maintenir exactement ce niveau de la parité tel qu'il est ou l'ajuster ? Alors, on n'imagine pas un ajustement à la hausse, mais est-ce qu'on souhaite l'ajuster à la baisse ? Ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le scénario de l'ECO dans la CEDEAO, je viens d'en parler. Et le troisième scénario, c'est un scénario d'une expérience nationale. Et là, on voit que sur l'expérience nationale ou sous-régionale, il y a
plusieurs zones qui montrent des velléités. Le Sénégal, qui a parlé en tout cas d'une sortie du franc CFA avec une monnaie nationale, et puis les pays de l'AES, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour faire une monnaie commune. Voilà. Mais voilà, on va dire les trois scénarios les plus probables. Je vous remercie. Je crois qu'il faut avancer. Je vous aurai la parole tout à l'heure, messieurs. Maintenant, c'est pour le MoDem. Ah, pardon, c'est pour les Républicains, excusez-moi. C'est Madame Tabarot, Madame la députée des Alpes-Maritimes. Je ne voulais pas vous oublier. Merci, Monsieur le Président. Bien, je remercie nos intervenants pour cet échange très intéressant sur le débat récurrent autour du franc CFA. C'est effectivement un élément majeur de la relation entre la France et l'Afrique, et nous y avons beaucoup travaillé avec Bruno Fuchs dans le cadre de notre mission d'information. J'en ai retiré la conviction que le franc CFA est devenu une usine à désinformation et à fantasmes. Nous avons en effet beaucoup entendu de théories concernant l'intérêt que notre pays pourrait en retirer. Mais concrètement, la France a quitté les instances de zone de la gouvernance du franc. Il n'y a donc plus d'obligation concernant le placement de réserves de change. Nous ne tirons pas avantage du franc CFA dans nos échanges économiques qui sont minoritaires dans les deux zones concernées. Par contre, le franc CFA est toujours garanti par la France. La parité fixe avec l'euro est maintenue et il confère une vraie stabilité économique, vous l'avez rappelé. Je rappelle surtout que les pays sont libres de décider d'abandonner cette monnaie, mais au-delà des discours, les acteurs économiques et beaucoup de gouvernants craignent l'inflation et l'endettement. J'aimerais entendre nos intervenants sur ce point. Quelles seraient les conséquences concrètes aujourd'hui de la fin du franc CFA dans les pays concernés ? Qu'est-ce qui empêche l'abandon de cette monnaie par le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal ? Ne faut-il pas voir dans ce débat la volonté de certains de déstabiliser et de capitaliser sur un sentiment anti-français qui peut exister ? D'après vous, la dette chinoise et le pillage des ressources par la Russie ne sont-ils pas aujourd'hui des périls bien plus grands pour l'Afrique ? Merci. Voilà, ça c'est la catastrophe. 5 questions majeures posées à 3 interlocuteurs différents. Vous n'avez pas pitié de votre président. qui veut répondre d'abord ? Monsieur Cabriac, peut-être, puis... Ce sont effectivement des questions très, très, très difficiles et qui posent le problème, quelle que soit l'idée qu'on a de l'évolution des systèmes monétaires dans les deux zones, qui pose le problème de la transition. Parce que la transition est clé et elle sera nécessaire. Pourquoi ? Parce que déjà, les populations, quel que soit leur âge, n'ont connu que ce système, et donc sortir de ce système sera déstabilisant. La deuxième raison, c'est que ce système, comme je l'ai expliqué, est très cohérent. Et donc, si on enlève un des éléments, on compromet les autres. Or, ces différents éléments ont une résonance dans l'opinion très différente. Les unions monétaires ont plutôt une bonne cote dans l'opinion, et en tout cas, parmi ceux qui contestent les francs CFA eux-mêmes. Par ailleurs, d'ailleurs, on répète tout le temps qu'il y a un franc CFA, il y a 2 francs CFA, c'est 2 monnaies très différentes. Et un peu en écho à votre question, il y a deux monnaies très différentes qui ont, pour des raisons purement historiques, la même parité. Alors que, comme l'a signalé Madame Lafitau, il y a une zone qui exporte du pétrole, une autre zone qui importe du pétrole. Donc ça n'a pas beaucoup de sens qu'ils aient la même parité, et ça a juste une origine politique et qui vient de l'origine. Voilà, donc il y a plusieurs scénarios, comme l'a indiqué Madame Lafitau. Si des pays sortaient individuellement ou en petits groupes de unions monétaires et du système, alors que le système restait, les risques seraient majeurs. C'est un peu comme si un pays, et parmi les plus fragiles, sortait de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un risque majeur de forte dévalorisation de leur monnaie nationale. Et par ailleurs, il y a un risque de dollarisation, parce que la dollarisation, elle est déjà là. Imaginons que le Mali sorte de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Tous les résidents au Mali ont du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et ils vont le garder, parce que c'est la monnaie qui sera la plus solide. Donc on a un pays qui non seulement va créer sa propre monnaie, mais dans un état, dans un contexte dans lequel il est déjà totalement dollarisé.
au sens où il utilisera, et sa population utilisera essentiellement le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des risques très importants, quel que soit ce qu'on peut imaginer sur le long terme. Et sur le long terme, tous les pays sont capables, s'ils ont les institutions suffisantes, de gérer leur propre monnaie. Mais dans la période de transition, ça risque d'être extrêmement déstabilisant. Et pour répondre peut-être à votre dernière question, les tensions géopolitiques, et les tensions géopolitiques qui en plus se transfèrent à travers la monnaie, parce que c'est bien une conséquence de ces tensions géopolitiques qui fait que la Chine, comme la Russie, et c'est une conséquence directe des sanctions, recherche une dédollarisation du système monétaire international. Et je fais le parallèle avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a finalement suscité ces déclarations des dirigeants des pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger? C'est les sanctions de la CEDEAO et la peur d'avoir des sanctions à travers l'union monétaire sur leur propre monnaie. Parce que ça, ce sont des sanctions qui sont très fortes et très efficaces. Si on vous coupe l'accès à votre propre monnaie pour exercer des pressions pour le changement du système, alors, pour ces régimes-là, c'est un risque mortel. Et donc, il faut aussi regarder ce côté politique des choses. Certes, ça serait un très grand risque pour ces trois pays ou un de ces trois pays de sortir, mais pour les régimes qui sont en place dans ces pays, eh bien, ça permet d'éliminer ou de retrouver une souveraineté monétaire qui leur permet d'éliminer ce risque de sanctions à travers la monnaie. Et ce qu'on assiste aujourd'hui en UEMOA n'est que, effectivement, le reflet de ce qu'on peut assister aujourd'hui, où les États-Unis utilisent effectivement le dollar à titre de sanction, et donc ça présente un danger fort pour la Russie, bien sûr, et éventuellement un jour pour la Chine. Donc il y a un parallèle entre les deux, et le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques complique aussi évidemment le problème, parce que ces tensions géopolitiques entretiennent les fantasmes aussi dont vous avez parlé et qu'on a évoqué à de multiples reprises. Fantasmes de tous les côtés d'ailleurs. Hein. Je vous remercie, Monsieur Cavriac. Monsieur Djebenga, vous voulez peut-être ajouter quelque chose assez brièvement, mais c'est très compliqué d'ajouter des choses déjà après Monsieur Cavriac. C'est encore plus difficile de les retrancher. Alors voilà. Non, ça aurait été quelques clarifications quand même. Lorsqu'on parle de la garantie française, qui elle aussi, à mon sens, peut être fantasmée, il faut quand même qu'on soit au clair là-dessus. C'est-à-dire que sur la longue durée, ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA. Et la garantie a pu jouer de façon transitoire, mais elle n'est pas... On ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française, le franc CFA n'existerait pas. Ce serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques. Et justement, s'il y a une crise de confiance, c'est parce que la seule fois où durablement la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie, puisqu'en gros, vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le compte d'opération Trésor, eh bien, et si à un moment donné, vous ne pouvez pas faire face à vos importations, etc., la France, statutairement, se substitue à vous. C'est un peu ça la garantie. Sauf qu'en 1994, la France ne s'est pas substituée. Et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50%. Et donc, quand on parle de garantie, il faudrait aussi vraiment mettre des bémols. Parce que la garantie, elle est en réalité hypothétique, elle est conditionnelle, mais en réalité, le système tient par les réserves africaines. C'est pour ça que le raisonnement est simple. D'un point de vue économique, si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie, alors autant, et ça c'est un scénario qui à mon sens aurait dû être le premier scénario, autant que la France se retire de la garantie. À mon sens, c'est le premier scénario, qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même. C'est de dire, bon, ben, sur la durée, vous êtes capable de mettre vos réserves, mettez-les, gérez votre monnaie, et
je retire ma garantie. Vous allez contracter directement avec l'Union européenne pour avoir l'ancrage fixe si vous le souhaitez, mais au moins la garantie française est retirée. Quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance, précisons une chose, la France ne s'est pas retirée par exemple en Afrique centrale, elle est dans la gouvernance de la CEMAC d'une part, et d'autre part, le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la gestion de la zone. La preuve, c'est que les règles cardinales, on l'a dit, ont été fixées depuis 1945 carrément par la France. Donc la France est toujours présente par les règles. La France a administré la dévaluation, donc elle est présente encore par les règles. Et pour terminer, lorsqu'on parle des sanctions, et ça je pense que c'est très important, il faut vraiment mettre cette question au premier plan. Voyez-vous, le CFA aujourd'hui est perçu aussi comme, et M. Cabrec l'a dit, comme le dollar avec ses privilèges, entre guillemets, d'extraterritorialité. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ? Il y a eu un conflit post-électoral, et la France estimait qu'un candidat avait gagné, l'autre candidat a été investi, donc tout à fait normalement, il a prêté serment, mais la France a pu, avec les institutions du franc CFA, interdire l'accès aux comptes au candidat qui avait gagné. Ça, c'est des éléments factuels. Et d'autre part, les banques françaises en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, ont même essayé d'empêcher les salaires d'être payés, d'être versés. C'est-à-dire qu'elles ont fermé en pleine semaine. Ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver du point de vue empirique. Et il faudrait aussi que, quand on parle de ces fantasmes de anti-France, etc., qu'on ait en mémoire de tels événements. Le Mali ou le Niger, aujourd'hui le Burkina Faso, ils ont fait effectivement... ils ont eu des transitions, coup d'État. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils n'ont plus eu accès à leurs comptes au sein du franc CFA, c'est-à-dire de l'UMOA, de la BCAO. Ils n'ont plus eu accès à leurs comptes. La conclusion, c'est quoi ? C'est que finalement, l'impression, c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire, parce qu'il n'a pas statutairement, il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques, mais concrètement, il le fait. Donc, comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions ? Comment voulez-vous ? Donc, c'est pour ça que je pense que le premier scénario, peut-être, c'est comment la France elle-même pourrait sortir de ce système pour éviter que les externalités négatives en termes de réputation et en termes de future élite soient défavorables à sa jeunesse. Je vous remercie. Je comprends très bien, nous comprenons très bien votre logique. Madame Wiśniewski va maintenant s'exprimer pour le groupe Modem et Indépendant. Madame la députée du Puy-de-Dôme, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et merci aux trois intervenants ce matin pour ce débat a priori très technique, mais qui en réalité est très sensible et recouvre beaucoup de réalités qui font débat au sein de notre commission. Alors moi, j'aurais souhaité peut-être plus particulièrement que Madame Lafitau puisse développer un peu l'initiative qui a été prise par les États du Sahel. Vous en avez parlé, nous en avons parlé. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui en septembre 23 ont créé cette alliance des États du Sahel et qui ont mis à leur tête une junte militaire qui manifeste je dirais, de manière très virulente, c'est vrai, un sentiment anti-français, mais nous avons déjà beaucoup discuté de ce contexte. Ils ont annoncé leur départ du CEDEAO en janvier 2024, et cette initiative impliquerait aussi le départ de l'UOMOA. Et même si les devises sont toujours imprimées à Vic-le-Comte, Monsieur le Président, mais toujours dans le Puy-de-Dôme, bon, c'est un peu anecdotique, mais quand même, je me suis toujours interrogée d'ailleurs sur la raison pour laquelle nous imprimions encore ces devises dans le Puy-de-Dôme. Bon, la tutelle de la France, c'est quand même, je dirais, considérablement, je crois qu'elle n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui a nécessité cette loi
que nous avons voté en 2020. Alors, très concrètement, et ma collègue Mireille Clapeau a rappelé les propos de Stéphane Séjourné, c'est à l'Afrique de se déterminer. L'Afrique est souveraine s'agissant de cet avenir monétaire en particulier. Mais moi, ce que je voudrais avoir des éléments concrets. Est-ce que ces 3 États de l'Alliance des États du Sahel ont les moyens, on connaît leurs difficultés, la menace du terrorisme, enfin le terrorisme, c'est plus qu'une menace, je veux dire, la pauvreté. Est-ce qu'ils ont les moyens de créer les instruments, et notamment une banque centrale, enfin tout ce qui va avec une monnaie souveraine? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame Lafitau. Oui, je vous remercie. Donc, sur les pays de l'AES, donc on parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, en début d'année, effectivement, ils ont annoncé leur sortie des instances de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO, c'est pas l'UEMOA, c'est plus vaste. Ok. Ils ont annoncé cette sortie suite aux sanctions. Effectivement, il y a eu des sanctions fortes de la CEDEAO suite au coup d'État. Qui ont effectivement eu des impacts sociaux très forts. On parle de pays où près de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Or, les sanctions de la CEDEAO ont considérablement appauvri les populations de ces pays. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement en médicaments, en biens alimentaires, etc. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, les gouvernements de transition de ces pays n'avaient plus accès à leurs réserves de change et donc il y a eu ils ont été coupés effectivement de leur compte au niveau régional. Ceci a eu effectivement des effets au niveau des autorités de transition dans ces pays. Donc ces pays ont affiché aujourd'hui des velléités pour faire monnaie commune entre eux. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils se ressemblent. Et dès lors qu'on se ressemble, on appelle ça les zones monétaires optimales dans le jargon des économistes, on a intérêt éventuellement à s'assembler. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que pour émettre une nouvelle monnaie, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir avoir la confiance, il faut 2 choses. Il faut avoir des institutions solides. Quid de cette question dans cette région? On peut quand même faire l'hypothèse que les institutions sont en ce moment fragilisées, en tout cas. Deuxième question, c'est les réserves de change. Les statistiques montrent qu'en fin d'année, l'année dernière, seul le Niger avait des réserves de change en excédent. Les autres pays étaient en négatif. Et pour le Niger, c'était très réduit. Donc, si demain, ils souhaitaient émettre monnaie commune ensemble, il y a un excellent papier qui vient de sortir au niveau de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement en France, qui montre qu'il y a énormément de risques, que c'est un choix politique, mais que économiquement, ça comporterait beaucoup de risques. Un risque de pénurie de réserves de change, un système bancaire sous pression, des effets très compliqué, comme l'a rappelé M. Cabriac, au niveau de l'intégration commerciale. Ça déstabiliserait effectivement l'intégration commerciale au sein de la région. Et puis, des problèmes au niveau des transferts des migrants, puisque aujourd'hui, ils ont des facilités au niveau régional. Donc, cette étude montre qu'il y aurait très certainement un coût majeur économique pour ces 3 pays s'ils décidaient demain de faire monnaie commune. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. On va avancer parce que sinon vous parlerez après, messieurs. Maintenant, c'est Monsieur Guillaume Garot pour les socialistes et apparentés. Monsieur le député de la Mayenne, c'est à vous. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas l'impression. Merci, Laurence. Micro branché. Laurence. Voilà. Bon, merci beaucoup aux intervenants parce que... Oui, vous m'entendez? C'est bon, là. Bon, je voulais remercier les intervenants parce que c'est proprement passionnant. Et c'est vrai qu'au-delà d'un sujet technique, il y a bien sûr des enjeux réellement très politiques. Alors, le devenir du CFA, du franc CFA, c'est d'abord, vous l'avez tous dit, un enjeu politique et économique, je veux dire d'abord,
Et vous avez montré que, d'une certaine façon, il est clair que le franc CFA a contribué à la stabilité monétaire des États qui l'utilisent. C'est au total 160 millions d'habitants. Et les pays de la zone franc, en 2020, ont enregistré une croissance positive, légèrement positive, semble-t-il, de 0,3%, alors que sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, on était plutôt en recul à des niveaux proches de moins 1,7%. Et ça a été dit aussi, une inflation relativement faible, plutôt maîtrisée dans les pays qui utilisent cette monnaie. Ça, ce sont des données factuelles économiques. Mais il y a l'enjeu politique. Et c'est surtout ça qui nous occupe dans cette commission. Ça a été très bien dit, le CFA, c'est le symbole d'un passé qui ne passe pas. Voilà. Bon, et donc il faut agir en fonction de ça. Et il faut d'abord reconnaître la légitime aspiration des pays à vivre en souveraineté, quand même. Et la souveraineté monétaire en fait partie, bien évidemment. Et moi, je veux le redire, et en particulier aux collègues qui ont exprimé des sensibilités largement différentes sur ce point-là. Alors, moi, je voudrais avoir votre sentiment sur, d'abord, la possibilité, la viabilité de l'éco. Parce que ça a été constamment remis à des périodes plus tranquilles. Est-ce que c'est réaliste, l'éco? Et vous avez commencé à esquisser des scénarios. Et dernière chose, quelles sont aujourd'hui les stratégies de la Chine et de la Russie vis-à-vis de cette question de la souveraineté monétaire? C'est important qu'on l'ait, nous, aussi à l'esprit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. C'est pas seulement un héritage qui ne passe pas, c'est aussi une asymétrie qui persiste. C'est ce qui rend encore plus compliqué la chose. Monsieur Garot, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la Commission, un excellent anniversaire. C'est le vice-président Lecoq qui a attiré mon attention sur cet important événement. Ah, il est bien, ce Lecoq. Hein. Oui. Tout communiste qu'il est. Qui souhaite répondre, Monsieur Gabriac et Monsieur... peut-être, vous voulez répondre, Madame? Bon, on voit que l'un de vous répond, et si Monsieur Zebelinga veut ajouter quelque chose, ça serait évidemment assez compréhensible. Allez-y, Monsieur Gabriac. Je ferai mais rapidement, concentrez-vous sur l'essentiel. Ça va être très rapide. Une première remarque politique. Il y a quand même une grande confusion dans ce débat parce que on a évoqué ici ou là la question de la légitimité. Le fait que ce système monétaire n'avait pas été approuvé par les peuples et avait été décidé par des régimes plus ou moins démocratiques. Et de l'autre, on invoque le fait de la souveraineté monétaire pour une décision qui est évoquée par les trois gouvernements dont on a parlé, dont on peut constater qu'ils n'ont quand même vraiment rien de démocratique. Donc cette confusion un peu entre souveraineté et légitimité, si les décisions prises par l'autorité politique ne sont pas légitimes, est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté? Enfin, en tout cas, il y a en même temps dans une partie des critiques à l'égard du système monétaire tel qu'il est actuel, qui, de mon point de vue, est un peu gênant. Et de toute façon, quand on fait union ensemble, une union économique et monétaire, comme ça a été dit par mes deux collègues, ce qui est important aussi, ce sont les institutions au niveau de l'union, mais aussi les institutions dans chaque pays. Et on voit bien que dans l'union économique et monétaire, bien c'est une conditionnalité d'appartenance à l'union, une certaine qualité, un certain modèle des institutions. Et donc, si il y a des unions monétaires qui se créent, que ce soit celles existantes ou dans un cadre plus large comme la CEDEAO, il y aura nécessairement, pour leur approfondissement, un contrôle ou une influence au niveau de l'ensemble de l'Union, au niveau
entre guillemets, fédérale sur les institutions. Et donc, quelque part, une restriction de la souveraineté de ce fait. Alors, peut-être un mot sur l'éco. Je crois que ça a été dit au moins implicitement par Madame Lafitau. C'est un projet qui est hérité et poussé politiquement par cette tendance panafricaniste qui est aussi très forte en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui n'a pas de vraie réalité économique, qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça a été annoncé il y a 30 ans. Oui. Ça a été expliqué très clairement. Donc je pense que l'éco n'a pas d'avenir, c'est-à-dire une union monétaire au niveau de la CEDEAO n'a pas d'avenir pour une raison très simple. Il n'y a pas le substrat politique que nécessite une union monétaire. Il n'y a pas le niveau de solidarité que nécessite une union monétaire. Et je vous remercie. C'est très clair. Monsieur Dzebellinga, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous demande vraiment de parler brièvement. Vous aurez à nouveau la parole. Oui. N'ayez crainte. Quelques clarifications. Tout se passe comme si il y avait une forme de péril dans le fait de sortir éventuellement du franc CFA. Regardons juste un peu l'histoire. Les changements monnaie, le fait d'avoir la même monnaie pendant 100 ans, où ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, ce n'est pas forcément un gage de développement, au contraire, pour ce qui est des pays en développement. Il y a 14 pays en Afrique qui utilisent le franc CFA, sur 55 quand même. Ça veut dire que les autres, le ciel ne leur tombe pas sur la tête tous les jours. Donc, il y a aussi ça c'est les imaginaires du franc CFA qui ont créé une peur autour de la sortie du franc CFA. Le deuxième élément qui me semble extrêmement important, surtout pour les pays en développement, c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage. Oui, il peut y avoir des secousses, mais c'est avec ces secousses que les pays sont amenés à apprendre la gestion, comment soutenir son taux de change, etc., et comment ils vont être amenés peut-être un peu plus à diversifier leurs économies pour pouvoir ne pas trop dépendre d'une matière première, etc. Donc je pense que il ne s'agit pas de raisonner sur le franc CFA. C'est pour ça le thème m'a beaucoup plu, le devenir du français. Le devenir, ce n'est pas l'avenir. Le devenir, il y a la dynamique, mais il y a le changement d'état dans le devenir. Donc on peut tout à fait imaginer l'avenir monétaire de ces pays-là en dehors du franc CFA, sans que ça ne fasse peur particulièrement. Il peut y avoir des secousses. Le franc français a subi des secousses. Il y a eu des dévaluations, il y a eu des appréciations, il y a eu le franc fort, etc., etc. C'est la chose la plus normale. On ne peut pas souhaiter une forme de fixité du taux de change ou d'immobilisme qu'on va appeler stabilité. Comment voulez-vous expliquer que les pays gardent le même taux de change pendant plus de 50 ans, alors que tout autour d'eux, leurs propres caractéristiques ont changé? Vous avez des pays en Afrique de l'Ouest qui sont en train de devenir des pays pétroliers, qui seront bientôt pétroliers, alors qu'avant, ils étaient des pays agricoles. Donc vous allez toujours garder cette même architecture. Je pense que ça pose problème. Je vous remercie. Effectivement, c'est de ce problème que nous débattons. Pour Horizon et Apparentés, c'est monsieur le député du Calvados, monsieur Bouix, qui va s'exprimer. Merci Monsieur le Président et merci en fait pour l'excellence des interventions sur ce sujet. Moi je voudrais revenir en fait sur des propos qui ont été tenus concernant le rôle en fait sur les importations-exportations. On a vu que la faiblesse de l'euro, elle peut avoir des conséquences bien évidemment sur les ménages européens en impactant directement l'inflation. Mais vous l'avez dit, Madame Lafitau, elle a également des répercussions sur le continent africain, notamment pour les États africains qui sont indexés sur l'euro par le franc CFA. Vous l'avez dit également, à première vue, les pays exportateurs africains de matières premières peuvent être gagnants de cette parité monétaire, mais l'effet de compétitivité lié à la baisse du franc CFA est limité par le fait que ces exportations, vous l'avez souligné, sont principalement libellées en dollars. Par ailleurs, et c'est la conséquence, ceux qui importent voient ces prix d'importation également se renchérir sous l'effet du même mécanisme. Ça alimente donc la flambée des prix de l'énergie, comme des denrées alimentaires qui étaient déjà sous tension depuis la guerre en Ukraine.
De nombreux pays à bas revenus ont dû contracter des emprunts en dollars pour faire face notamment à la pandémie de Covid. Pour les pays très endettés en dollars, la dévaluation du franc CFA pèse lourdement sur les finances publiques. Les pays de la zone CFA subissent la volatilité de l'euro, qui a des conséquences sur leurs dettes et sur leur balance commerciale. Là aussi, vous l'avez fort bien souligné. Aussi, du coup, j'aimerais vous réentendre sur les solutions qui peuvent être envisagées pour pallier à ces difficultés. Existe-t-il, selon vous, un système alternatif permettant de renforcer la capacité des États africains à exporter et à importer? Et donc, je voudrais que vous reveniez en fait sur ces notions d'importation et d'exportation, plus particulièrement liées au dollar. Merci. Je vous remercie. Je crois que le temps presse. On va avoir un seul intervenant en réponse. Et je pense que Madame Lafitau est au cœur du problème, même si les autres ne sont pas à la périphérie. Donc, sur les importations et les exportations, est-ce que... la question, elle est légitime, c'est de savoir est-ce que le franc CFA est surévalué et donc encouragerait les importations et découragerait les exportations. Pour cela, il faut regarder quelle est la composition de ces importations et de ces exportations. Donc sur les exportations, les pays donc exportent plutôt des matières premières et là on est moins sur cet enjeu de compétitivité puisque les prix sont fixés sur les marchés internationaux. Donc quand vous avez des produits manufacturés, vous pouvez avoir l'effet prix, il est très important parce que vous pouvez gagner ou pas en compétitivité. Dès lors que vous exportez des matières premières, c'est un peu plus difficile. Même si ça existe, c'est un peu plus difficile. Sur les importations, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'ils importent? Ces pays, ils importent essentiellement de l'énergie, des biens alimentaires et des biens d'équipement. Donc là, l'effet prix, il peut jouer, mais il y a un effet volume. Est-ce qu'ils ont la capacité de substituer? C'est-à-dire qu'ils vont s'approvisionner à l'étranger sur ces pays et ils ont une monnaie assez forte, donc pour pouvoir payer ces importations. Est-ce qu'ils auraient la capacité, si effectivement on dévaluait, d'avoir des alternatives au niveau régional? Donc effectivement, c'est une question légitime. Idem pour la dette. C'est une question au niveau de l'endettement, puisque effectivement, ces pays, comme l'ensemble des pays en développement, s'endettent en dollars. Donc, dès lors qu'on a une monnaie forte, plutôt forte, en tout cas dès lors qu'on est arrimé à une monnaie forte, ça permet que la facture du service de la dette soit plutôt maîtrisée. Dès lors que vous sortez de ce système et qu'il y a une éventuelle dévaluation, votre facture, elle explose. Voilà. Donc voilà les éléments de réponse par rapport à ces deux questions. Merci infiniment. Maintenant, pour la gauche démocrate et républicaine, pour GDR, c'est le vice-président, M. Lecoq, qui est député du Havre. Merci, Monsieur le Président. J'espère que j'aurai au moins une personne pour me répondre, vu la courbe entre 3 au début, 2, puis 1. C'est provisoire. Voilà, on va remettre à 0. Là, c'était seulement un rappel au règlement. Vous pouvez vous répondre à vous-même. Merci. Bien, moi je pense, et je vous remercie de vos interpellations, de vos présentations, parce que c'est un sujet qu'il était temps que notre commission aborde. Je pense que la monnaie est l'un des attributs du pouvoir régalien des États, et je pense que la dépendance de la zone CFA, de la politique monétaire de la zone euro, est une aberration complète. Il est temps que ces États se libèrent enfin de cette survivance coloniale. L'urgence est donc que la France lâche ses intérêts propres et cesse toute ingérence dans la politique monétaire et donc économique de ces peuples. Les peuples africains de l'Ouest aspirent à ce que l'on appelle la deuxième indépendance, c'est-à-dire qu'après l'indépendance politique, il est désormais recherché l'indépendance économique et monétaire. Peut-être que la récente élection de Diomaye Faye au Sénégal en est aussi le résultat. Ce carcan monétaire qui, malgré la pseudo-réforme de 2019, n'a pas coupé le triple lien ombilical qui relie le CFA à la zone euro, permettant à toute entreprise, on n'a pas beaucoup parlé, présente dans la zone euro, et qui fait du commerce dans la zone CFA, de bénéficier, 1, d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité franc CFA-euro, 2, de convertir ses profits réalisés en franc CFA vers l'euro grâce à la convertibilité illimitée, et puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro, ce qui limite largement les rentrées fiscales par ces États. Ce circuit de rapatriement des capitaux hors de la zone franc CFA grève les finances des États utilisant cette monnaie. Or, pour se désendetter, les États ne peuvent agir sur leur monnaie puisque le pilotage du franc CFA revient de fait à la Banque centrale européenne. La boucle est bouclée.
Comment agir aujourd'hui pour améliorer cette situation ? Vous avez abordé un certain nombre de solutions. De nombreuses solutions semblent exister. Ce sera au peuple et aux États de faire leur propre choix. En attendant, nous sommes à la Commission des Affaires étrangères en France. Qu'est-ce que la France peut faire pour pousser vers une réforme des droits de tirage spéciaux, par exemple ? Ce panier constitué par les plus fortes devises du monde et du Fonds monétaire international pour permettre un financement plus juste de ces économies qui souffrent. Et comment faire, d'après vous, pour accélérer à la fois l'aide de ces États qui souffrent de cet archaïsme monétaire et pour les aider à terme et selon leurs conditions pour sortir de cette situation ? Et enfin, j'insiste aussi sur la question des BRICS et des BRICS+, parce qu'ils ont évidemment dans toutes leurs réunions la question monétaire qui est posée et leur approche par rapport à l'Afrique. Et ça me semble important que l'on vous entende à nouveau là-dessus. Je vous remercie. Vous avez vu, je vous ai pas mis le petit. Et vous avez vu ? Je sais que ça vous irrite, mais je sais que vous surveillez très bien votre temps de parole, monsieur. Monsieur Cabriac, je crois que c'est peut-être vous qui pouvez répondre. Enfin, tous les trois peuvent répondre, mais je crois que ça ne s'adresse plus directement à vous. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi, mais effectivement, je voulais faire une réponse sur 3 points, parce que je crois, monsieur le député, que votre intervention illustre bien ces 2 pôles du débat, le pôle symbolique et le pôle, si je puis dire, économique, et les contradictions qu'il y a entre eux. Vous avez dit c'est une aberration complète de rattacher ces monnaies par un taux de change fixe à l'euro. Je voudrais répéter que c'est un choix qui est fait par une majorité de pays en développement, une grande majorité. Donc c'est peut-être une aberration, mais c'est pas quelque chose qui est seulement un archaïsme issu de la période coloniale. C'est un choix économique qui a été fait. Justifié ou pas, on peut en discuter, et je pense que le débat doit être très ouvert pour en discuter, mais en tout cas, je pense que le terme aberration et reste colonial illustre plutôt le côté symbolique du débat que le côté réel. Vous avez parlé d'un sujet qui n'a pas été évoqué encore aujourd'hui et qui est la sortie des capitaux, qui est aussi quelque chose qui a été invoqué. Alors, il y a plusieurs... C'est très difficile de regarder les sorties de capitaux illégales ou informelles, parce que justement, elles ne sont pas répertoriées. Mais les études qui ont été faites, notamment au niveau du Fonds monétaire international, ne montrent pas d'effet particulier. Il y a de fortes sorties de capitaux de l'Afrique subsaharienne, qui tiennent à un certain nombre de facteurs. Et effectivement, le manque de confiance, le fait que les investisseurs veulent rapatrier rapidement leurs profits parce qu'après, ils ne savent pas s'ils pourront le faire, et qui est commun à l'ensemble des pays en développement, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas d'effet significatif de la zone franc, en tout cas quand on essaye de le regarder, sous réserve que toutes ces études, effectivement, ont des biais parce qu'il n'y a pas de données tangibles et incontestables des sorties des capitaux. Et puis, il y a un dernier point qui n'est pas tout à fait dans votre question, mais que je souhaitais aborder parce qu'il n'a pas été abordé, c'est le sujet des effets redistributifs de ce système. Souvent, on a dit dans le passé... et dans un passé encore relativement récent, c'est un système qui profite aux élites de ces pays parce que ils vont pouvoir financer leur appartement en France, leurs dépenses en France, leur consommation, leurs enfants qui viennent faire des études en France. Et à l'inverse, ça désavantage les plus pauvres, qui sont les paysans, les agriculteurs, qui souffrent de la faible compétitivité de leur production locale par rapport aux produits alimentaires importés. Et il y a tout à fait une réalité dans cette critique. Mais il y a une autre réalité aussi, et je vous renvoie à une étude qui a été faite récemment sur la Ferdi, qui démontre effectivement qu'il n'y a pas d'avantage significatif en termes de développement économique et de croissance, mais qu'il y a un avantage quand même en termes de stabilité monétaire, et que cet avantage en termes de stabilité monétaire, il a des effets redistributifs positifs. Pourquoi ? Eh bien, on l'a vu lors de la dernière poussée d'inflation en France, parce que quand il y a de l'inflation, c'est d'abord les pauvres qui en souffrent. Et quand il y a de l'inflation, et qu'en plus il y a une dollarisation de l'économie, c'est encore plus les pauvres qui en souffrent, parce qu'eux, ils ne peuvent pas accéder au dollar, ils ne peuvent pas accéder à une monnaie étrangère, ils ont beaucoup plus de difficultés, et leur monnaie, elles font à une vitesse très rapide. Donc, il y a des effets redistributifs positifs, et je vous renvoie à cette étude de la Ferdi du système de taux de change fixe, du système tel qu'il est aujourd'hui, et c'est quelque chose probablement à pas oublier non plus dans l'équation.
C'est très précieux conseil de lecture. Le dernier orateur inscrit au titre des groupes, je ne dis pas au nom des groupes, car c'est un non-inscrit, c'est Monsieur Dupont-Aignan. Merci Monsieur le Président, merci aux intervenants pour ce débat extrêmement important pour l'avenir de la relation de la France avec l'Afrique. Moi, je ferai deux remarques, l'une politique et l'autre économique, et je vous poserai deux questions. La première, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté. Ah, si, heureusement que tu es là pour m'aider à défendre la nation. Excellent conseiller en communication. Premier point, et on a perdu l'habitude dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté monétaire. Et donc, comme nous sommes depuis tant d'années victimes industriellement, économiquement, politiquement de cette dépendance à l'euro, eh bien, nous avons perdu l'habitude de la souveraineté. Mais moi, je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire, qui est indissociable de la construction de leur avenir. Et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur cette zone de franc CFA. D'ailleurs, elle a perdu une partie de son pouvoir, elle en devient le bouc émissaire, et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique à cause de cela. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face, c'est perçu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est perçu comme le maintien d'un lien ancien. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente et que la France doit être là pour le faire, car si on ne le fait pas nous, ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront. Donc arrêtons, nous aussi, de mettre de la passion dedans. Le deuxième point est économique. Je crois qu'il faudrait quand même peut-être comprendre un jour que ces pays d'Afrique ont besoin de retrouver une production agricole, industrielle. Pour connaître le Sénégal assez bien, ce pays importe tout, et quand on a une monnaie trop chère, arrimée à l'euro, on ne peut pas se développer. C'est quand même incroyable de voir que tous les pays ont utilisé la dévaluation pour se développer, et qu'on le nie à ces pays. Donc je crois vraiment que la question d'ailleurs n'est pas le taux de change fixe, la question est le niveau du taux de change. On peut avoir un taux de change fixe et en revanche le faire évoluer. Regardez la stratégie qu'a eu Singapour, qu'a eu les pays d'Asie, que les États-Unis, tous les pays du monde. Et l'Afrique n'aurait pas le droit de gérer ce taux de change. Donc je crois qu'il est absolument indispensable de changer de système, de le faire le plus vite possible, car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique. Et si nous continuons comme cela, nous aurons un sérieux problème. Alors moi, la question est très simple. La difficulté, bien sûr, c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système. Est-ce que c'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. La difficulté, c'est pour les pays qui n'ont pas d'institutions solides, et là, la difficulté est énorme, parce que je ne crois pas du tout, et vous avez raison de le dire, à l'écho, c'est par une vraie formation à la gestion d'une monnaie nationale que nous pourrons y arriver, je pense. Bien, je vous remercie. Monsieur, est-ce que Monsieur Zebelinga, vous êtes peut-être désireux de réagir à ces propos? Merci, Monsieur le Président. Madame Lefito après. Alors déjà, je voudrais pouvoir dire deux choses sur les avantages qui paraissent être évidents du franc CFA. Le premier, je vais peut-être me répéter, mais le premier, c'est la stabilité monétaire. Je suis convaincu, mais ce n'est pas l'espace pour en discuter, je suis convaincu qu'il y a quand même des trous dans les sciences économiques, mais alors c'est comme toutes les sciences, et qu'on ne sait pas exactement utiliser des indicateurs qui ont été construits dans les sociétés et les économies développées, on ne sait pas toujours les utiliser dans des contextes de pays en développement. Notamment, si nous avons le franc CFA qui existe depuis 80 ans et qui apparemment est stable, et effectivement, il y a moins d'inflation. Alors, si réellement on produisait moins d'inflation sur la durée, ça se verrait au moins sur les différentiels de niveau de pauvreté. Mais on n'a pas une zone qui fait moins de pauvreté que les autres. Donc, ces effets redistributifs qui sont théoriques, je ne suis pas sûr qu'on puisse leur donner une concrétude. Ça, c'est un des aspects sur lesquels je pense qu'on peut nuancer vraiment beaucoup le débat. Je suis absolument d'accord pour dire autre chose, c'est que, comme ça vient d'être dit, la question de la production, de la transformation productive est absente du débat sur le développement et du débat sur le franc CFA. Elle est absente de l'architecture du franc CFA.
Ça veut dire que implicitement, on a accepté le niveau de développement qui est en fait un niveau de sous-développement de ces pays, et puis on gère une forme de stabilité, ce qui est effectivement problématique. J'en veux pour preuve, c'est que vous n'allez pas trouver, même dans les rapports, vous n'allez pas voir le niveau d'industrialisation de ces pays. On n'en parle plus. À un moment, on a même parlé de désindustrialisation précoce. Vous voyez ? Et donc, c'est finalement assez normal que les gens se sentent mal, qu'on ait d'un côté des indicateurs qui donnent l'impression que tout va bien, mais que les gens, concrètement, ne se sentent pas si bien que ça. Et je ne pense pas qu'ils soient complètement dans l'irrationalité. C'est peut-être qu'on n'a pas les bons outils. La solution, probablement, à mon sens en tout cas, serait, d'une part, pour la France, à mon avis, de retirer sa garantie et de laisser les pays s'organiser, parce que ça restera de leur domaine. Ils ont des agendas avec l'Union africaine, ils ont un agenda 2063, ce qu'ils peuvent mener, et je pense que c'est peut-être la solution. Mais au sein de cette solution, je crois qu'il faudra aller vers des monnaies que je dis panafricaines, transformationnelles, alternatives et holistiques. Je n'ai pas le temps de développer. Panafricaine, c'est solidaire, mais en tout cas transformationnelle, c'est la transformation productive. On doit avoir dans la gouvernance des monnaies intégrer des indicateurs de transformation économique. Sinon, on va avoir de la croissance sans développement. C'est très clair et très intéressant comme perspective, même si c'est évidemment pas très facile à mettre en œuvre. Est-ce que, Madame Lafitau, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Vous n'êtes pas obligé. Oui, tout est possible. Ok. Très rapidement, effectivement, je pense que la bonne question, c'est de savoir quel est le meilleur système monétaire pour accompagner le système productif dans la zone. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en ayant une réflexion sur quel est le meilleur système monétaire, c'est-à-dire par rapport au régime de change. Vous avez posé la question des monnaies nationales. Donc ça, on l'a abordé avec tout pays a la capacité de sortir de l'Union. Ça comporte des avantages et ça comporte des inconvénients. Sur les risques, j'en ai parlé, il y a un risque au niveau de l'endettement. Il y a également un risque, on en a parlé sur les réserves de change. Est-ce qu'ils ont suffisamment de réserves de change pour arriver à maintenir une future monnaie qui aurait une valeur stable? Et donc ça, par exemple, les pays de l'AES ne remplissent pas ce critère, le Sénégal très peu. Et puis, je dirais que sur la velléité d'avoir une monnaie nationale, il me semble que c'est en contradiction avec ce qu'on voit dans la volonté panafricanisme de ces pays qui souhaitent plus d'intégration régionale. Or, si vous souhaitez plus d'intégration régionale, il me semble que c'est contradictoire de sortir d'une union. Voilà. Je vous remercie. Les groupes se sont exprimés. Maintenant, j'ai encore quelques questions donc individuelles, comme on dit, 1 minute chacun. Je crois qu'on va demander, vous allez vous adresser à l'un de nos, pas aux trois, à celui de, ou alors sinon si vous le faites pas, je le ferai. Et à la fin, quand nous aurons terminé, je crois que nos interlocuteurs, nos invités, pardon, pourront effectivement ajouter un mot de conclusion pour essayer de compenser la frustration auquel je n'ai pas cessé de les condamner. La première à poser la question sera Madame Klinkert, qui est députée du Haut-Rhin. Merci, Président. Question pour M. Bellinga. Jusqu'à l'arrivée du numérique, la population africaine n'avait pas accès aux moyens de paiement parce qu'il n'existait pas de modèle économique pour la bancarisation massive du continent. Avec le mobile money, tout a changé, évidemment. Ceux qui possèdent maintenant un téléphone portable ont accès à une solution de paiement universelle, un porte-monnaie électronique qui est disponible sur tous les smartphones. Et ce système met fin peu à peu à un système qui reposait sur l'argent liquide et l'argent informel. Est-ce que cela peut contribuer à une meilleure traçabilité des fonds, aussi bien pour les États que pour les éventuels fonds illicites? Je vous remercie. Merci. Vous posez la question à qui? Pardon. À Monsieur Zebelinga. Alors, attention, réponse 1 minute, Monsieur Zebelinga. Est-ce que je pense surtout que ça...
en tout cas dans les rapports, ça participe de ce qu'on appelle l'inclusivité monétaire. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des comptes en banque, etc., eh bien, ils peuvent disposer d'argent et utiliser, faire circuler un peu plus la masse monétaire. Donc ça peut avoir un aspect positif. L'aspect qui est un peu plus problématique, c'est qu'on transforme des acteurs de l'espace télécom en banquiers quelque part un peu. Et donc, sans les mêmes règles, sans la même déontologie. Et donc, ça peut poser des problèmes. Mais je pense que c'est un ensemble d'innovations qui peuvent aller dans le bon sens. Ça, c'est certain. Mais le fond de la question, à l'arrivée, ça restera sur les aspects, à mon sens, sur les aspects productifs. Comment est-ce que le numérique éventuellement, mais surtout l'institution bancaire, l'institution financière et les arrangements institutionnels peuvent amener à créer des incitations pour aller vers de la production et la diversification productive. Merci, madame. Très bien, c'est un leitmotiv que vous avez tout à fait raison de souligner. Là, maintenant, la parole est à monsieur Alain David, qui est député socialiste de la Gironde. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur le souhait de souveraineté monétaire formulé par ces nouveaux dirigeants et par ces nouvelles élites africaines. Le débat peut parfois rejoindre, d'ailleurs, les débats qui pouvaient exister dans certains pays européens, dans lesquels l'indépendance de la BCE et la politique de l'euro fort pouvaient interroger. Ainsi, une faible croissance et un chômage élevé pouvaient constituer des problématiques apparemment plus préoccupantes qu'une faible inflation. Ces questions se posent beaucoup moins depuis que la crise sanitaire et que la crise financière ont poussé les pays européens vers la solidarité financière, les eurobonds, la dette commune, et finalement, à votre avis, une union monétaire élargie et ambitieuse et surtout solidaire, par exemple entre les pays de la CEDEAO, serait-elle de nature à éviter que la question ne soit montée en épingle? Merci. C'est une question que vous posez à qui? À celui qui veut la prendre. Bon, Madame Lefito. Ok, je pense que j'ai avoir déjà répondu sur la question de la CEDEAO. Effectivement, sur la CEDEAO, c'est ce projet date d'il y a 30 ans. L'idée de ce projet, c'est d'abord de faire une monnaie commune. Elle existe déjà en UEMOA, c'est-à-dire les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, et puis d'intégrer les 7 autres pays à la CEDEAO. Ce projet semble ne pas avoir d'avenir. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué Monsieur Cabriac, il n'y a pas une volonté politique de solidarité, de mise en commun des réserves de change au sein de cette zone. Politiquement, il n'y a pas de volonté d'intégration. Et puis, deuxièmement, comme je l'ai rappelé, on a le géant de l'Afrique qui est à l'intérieur de cette zone, le Nigeria, qui est contracyclique par rapport aux autres pays, puisqu'il est largement exportateur de pétrole, alors que les autres importent de l'énergie. Et donc, ils n'ont pas de raison d'avoir une monnaie commune. Donc, il semblerait que ce projet soit dès à présent voué à l'échec, et c'est ce qu'on voit puisqu'il reporte depuis 30 ans les réunions et les avancées sur ce projet. Je vous remercie, c'est une réponse très claire. Maintenant, la parole est à Madame Galzi, qui est députée Rassemblement National de l'Hérault. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, la France, en raison de son histoire avec l'Afrique, a participé à la création du franc CFA. Ce dernier fait l'objet de nombreuses critiques. Pour certains, il est considéré comme le symbole de la France-Afrique, tandis que pour d'autres, il est un outil économique pour le développement de ce continent. Les devises du franc CFA sont utilisées par une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Elles sont liées à l'euro, à un taux fixe garanti par le Trésor français. Plusieurs États africains considèrent par principe qu'ils doivent avoir leur propre monnaie. Ils pensent que ces devises sont devenues un inconvénient pour leur développement économique. Un pays qui déciderait de quitter le franc CFA, par exemple le Sénégal, devrait mettre en place une nouvelle monnaie stable. Pourra-t-il garantir son taux de change? Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Monsieur Zebelinga, peut-être? La question pourrait se poser pour tous les pays qui ont leur propre monnaie. Et je me répète malheureusement, il n'y a pas de fatalité à ce que quand on change de monnaie ou qu'on sorte du franc CFA, que sa monnaie chute. La garantie, en fait, pour soutenir une monnaie fondamentalement, ça a été dit, il faut
une gestion des réserves et il faudrait évidemment des institutions. Pour ce qui est du Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ils ont dit soit nous passons par l'intégration régionale, la monnaie commune, la CEDEAO. Si le projet n'avance pas, donc l'échéance est 2027, alors nous procéderons à une sortie individuelle. Et ils ont précisé un certain nombre d'éléments. Premièrement, ils vont travailler sur le cadre macroéconomique, donc à avoir des bons fondamentaux macroéconomiques. Ils vont travailler à sécuriser leurs réserves, c'est ce qu'ils ont annoncé déjà, avant de sortir du franc CFA. Moi, je pense que, est-ce que le Sénégal peut le faire? Je pense que oui. Ils ont la légitimité populaire, ils ont également la maturité populaire, les gens sont prêts à les soutenir dans cette direction, et ils sont tout à fait conscients qu'une monnaie n'est pas forcément vouée à être tout le temps au même niveau. Voilà. Et je pense que oui, ce serait une bonne chose, ça entraînerait d'autres peut-être. Là encore, une réponse très claire. Madame... Monsieur Philippe Emmanuel, ah oui, d'accord, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Messieurs. En mai 2020, l'Assemblée nationale a validé ce que les présidents ivoiriens et français Alassane Ouattara et Emmanuel Macron avaient négocié, c'est-à-dire officiellement entériné la réforme du franc CFA et annoncé l'objectif du passage vers une nouvelle monnaie, l'éco. J'ai en fait deux questions. La détérioration des relations entre la France et certains pays de l'UE-MOA, principalement du Sahel, est-elle de nature à remettre en question l'aboutissement, sinon l'existence de cette réforme? Dans un contexte où le franc CFA semble rejeté par de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, est-ce que le maintien de la garantie par la France ne serait pas de nature à nourrir et amplifier ce ressentiment? Dans ce cas, y aurait-il une autre alternative? C'est peut-être M. Cabriac qui pourrait se dévouer. Je me dévoue pas parce que je crois que vous posez des questions intéressantes et qui me permettent de revenir sur, me semble-t-il, deux points forts. En une minute, ça va être très difficile. Non. Parce que c'est un point fort de confusion du débat. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut réformer le système parce que il y a une forte demande de souveraineté monétaire, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Et en même temps, des propositions qui sont faites, par exemple dans mon voisin de droite, c'est que la France renonce unilatéralement à sa garantie. Ça me paraît totalement contradictoire. Il faut attendre la demande, et je crois que notamment le ministre des Finances français a été très clair là-dessus. Si les Africains demandent le retrait de la garantie, la France le retirera. Mais il n'y a rien de plus attentatoire à la souveraineté monétaire que de faire des actions unilatérales et de retirer la garantie. Même confusion dans le débat sur les unions monétaires. Il y a des tendances centrifuges évidentes. Et pourquoi le Sénégal et pourquoi en ce moment? C'est pas seulement parce qu'il y a eu un changement de régime démocratique, parce que le Sénégal va devenir un producteur de pétrole et donc va avoir ses propres réserves et qu'il n'a pas envie de le partager alors qu'avant, il en bénéficiait. Et ça, c'est un degré de mutualisation très fort. C'est-à-dire que, comme l'a dit Madame Lafitau tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est allée emprunter sur les marchés internationaux pour contribuer aux réserves globales à des taux très élevés, dont elle supporte le poids et dont elle fait profiter les autres, les pays sahéliens, le Sénégal. Et on voit bien aujourd'hui dans les réactions de ces pays, et notamment du Sénégal, qu'à partir du moment où ils deviennent non plus bénéficiaires, mais pourvoyeurs de devises du système, il y a des tendances centrifuges. Et là, c'est aussi une petite confusion entre le débat politique et le débat économique, parce que ces tendances centrifuges qui ont une réalité économique forte, eh bien, elles sont contredites par le discours politique qui est toujours celui de créer une monnaie. Et je trouve, et là, ce sont des propos que j'attribue uniquement à moi-même, je trouve quand même assez extraordinaire d'essayer de justifier ce retour pour des raisons probablement relativement égoïstes à une monnaie nationale par une perspective de monnaie régionale, voire panafricaine, dont on sait très bien qu'elle est au mieux à très long terme et au pire fantasmatique. Donc il y a beaucoup de confusion dans ce débat et on demande tout et n'importe quoi et parfois des choses contradictoires. C'est très clair. Madame Ercilia Soudé, qui est députée de la France Insoumise, de la Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas.
Merci, Monsieur le Président. Alors c'est un fait, le franc CFA, monnaie arrimée à l'euro, ne permet pas un développement favorable des économies locales. Comment des politiques monétaires établies en Europe pourraient-elles prendre en compte les réalités locales en Casamance ou à Yamoussoukro ? La Macronie ne cesse de s'étonner du sentiment dit anti-français régnant dans ces pays et semble effarouchée face à une jeunesse qui exprime des idées décoloniales et revendique la suppression du franc CFA. Les populations ne sont pas dupes d'un gouvernement français qui entretient un système néocolonial, en soutenant les autocraties pour garantir ses intérêts comme au Tchad, en maintenant sous pression économique des peuples qui veulent se libérer d'une oppression monétaire comme au Mali ou au Burkina Faso. La diplomatie française a toujours préféré les solutions simples, la facilité de l'autocratie plutôt que la souveraineté des peuples, les vestiges monétaires coloniaux plutôt que des économies souveraines. N'est-ce pas ce qui, aujourd'hui, asphyxie la mise en application d'une réelle alternative au franc CFA ? Merci, Madame la députée. Quel est celui ou celle d'entre vous qui souhaite apporter une réponse à Madame Soudé ? C'est pas une question. C'est pas une question, donc ça n'a pas de réponse. C'est une profession de foi, Madame Soudé. Maintenant, c'est Monsieur Jérôme Buisson qui va parler pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Zebelinga, vous militez pour la fin du franc CFA pour les pays qui le souhaitent, et c'est à eux de le décider. Ils sont d'ailleurs libres d'en sortir. Que faites-vous ? J'ai 2-3 questions. Que faites-vous des pays qui souhaitent y rester ? À ceux qui ne sont pas capables actuellement de s'en passer. C'est aussi une réalité économique et non seulement colonialiste. Vous dites que le franc CFA n'apporte pas un plus aux pays qui le pratiquent, mais avez-vous d'autres éléments pour nous éclairer sur quoi c'est un poids ? Et si l'Afrique, vous savez aussi, un pays souverain peut l'être avec sa propre, peut perdre sa souveraineté même avec sa propre monnaie. Si l'Afrique a tourné la page de la colonisation, et l'Europe aussi, il reste en effet des marques de cette période, comme il reste en France, j'allais dire parfois des marques de l'Empire romain ou napoléonien. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être sauvé pour le bien des économies africaines, car c'est là la seule question qui vaille. Parce qu'à vouloir l'écho, ils vont parfois se retrouver peut-être avec le bitcoin ou avec le dollar, ou même une domination chinoise. Donc il faut peut-être bien réfléchir. Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Bien, comment ? C'est monsieur Zebelinga qui répond parfaitement. Waouh, ça fait beaucoup de questions. Voilà, alors... C'est ce qui m'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on fait des pays qui souhaiteraient rester dans le franc CFA ? Bon, vous savez que les accords, les traités sont écrits, et donc un pays peut sortir sans préjudice de la continuation du traité. Donc n'importe quel pays peut décider de sortir. Les accords qui ont été signés resteront valables pour les autres. Donc ceux qui souhaitent rester dans cette architecture, ils seraient libres de le faire. Au moins, ils auraient choisi, ils auraient exprimé un acte de choix qui, à mon sens, n'a pas été fait depuis les indépendances. Est-ce qu'il faudrait sauver des marques ou aller vers l'éco ? Sauver des marques, il y aura toujours une trace, de l'histoire. On est tous faits d'histoire. La question, c'est qu'à un moment donné, il faudrait aussi que les pays se déploient avec leurs propres ressources, etc. Aujourd'hui, vous voyez, notre débat aujourd'hui, on discute comme si on avait le choix entre le franc CFA et le franc CFA, comme si on avait le choix entre des unions monétaires et des unions monétaires. Alors qu'on doit justement, les pays africains en tout cas, doivent mettre plus d'intelligence et chercher à faire de l'innovation. Rien n'empêche d'avoir des systèmes qui soient solidaires, des systèmes monétaires solidaires, sans forcément avoir une monnaie unique. On peut avoir un degré de mutualisation des réserves, par exemple, ou des degrés d'assistance mutuelle. Par exemple, ce qui avait été proposé à certains moments et qui existe, c'est des lignes de crédit qui pourraient être négociées. Donc, il y a une architecture qu'on peut créer qui ne se limite pas au change fixe, au change flexible et aux unions monétaires telles qu'elles existent. Et là, je suis d'accord avec vous, la réflexion n'a peut-être pas suffisamment avancé dans ce sens-là. Donc la suite, à mon avis, c'est d'abord la volonté des peuples, la volonté des États, et puis le projet. Le projet principal, c'est un projet transformationnel global. La monnaie s'inscrit au sein de ce projet transformationnel. Il faut comprendre aussi que la question qui se pose, c'est que les Africains ont vu pendant 2 décennies un certain nombre de pays en développement passer de pays en développement, pays pauvres, pays émergents, aujourd'hui à pays
quasiment puissant. Et que pendant le même temps, avec les instruments qui étaient entre autres le CFA, mais pas que le CFA, la coopération avec l'Europe, etc., eh bien, en fait, le sous-développement a stagné. Et il y a aussi, par rapport à ça, une frustration et un besoin de changement de paradigme. Je vous remercie. Je crois que vous avez conclu pour votre part, Monsieur Zebelinga. Je crois que tout le monde a compris votre message, qui est un statu quo fondamentalement insatisfaisant à vos yeux sur plusieurs points et une perspective transformationnelle qui reste effectivement à dessiner, à articuler plus précisément. Est-ce que, Monsieur Cavriac, est-ce que vous voulez conclure pour ce qui vous concerne? Alors, je vous demande tous les deux. Vous avez écouté vous avez participé à ce débat. Je vous demande d'en retirer en 1 minute ce qui vous paraît être l'enseignement capital. La doctrine des grands communicants, USM, un seul message. Quel est votre message, M. Cavriac? Je crois que mon message, c'est un message de cohérence et que si le problème est une perception d'une souveraineté monétaire qui a été confisquée par la France, eh bien, le rôle des autorités françaises dont vous êtes, c'est de respecter la volonté des peuples. Et donc, de n'intervenir premièrement que sur ce sur quoi nous avons effectivement le droit et le devoir d'intervenir, qui est la garantie française, et de l'aménager, de la retirer ou de la maintenir, mais aussi en fonction de la demande de ces États. Voilà. Et il est quand même très clair que le débat brouille le fait qu'il n'y a pas vraiment de demande. Une expression du fait qu'il n'y a pas vraiment de demande, c'est que si vous imaginez une zone monétaire dans laquelle 4 pays, c'est-à-dire presque une majorité de pays, réclament de sortir de cette union monétaire, vous imaginez que normalement, il devrait y avoir une perte de confiance totale dans la monnaie. Et comme l'a dit Madame Lafitau, c'est pas du tout le cas. C'est très clair. Et pourquoi? Eh bien parce que je crois que les opérateurs économiques ne croient pas du tout qu'il y a vraiment à ce stade une demande réelle, en tout cas des gouvernements, des opérateurs économiques. Très bien, vous avez utilisé votre temps de parole. Très bien. Le USM était... alors maintenant, l'USM de Madame Lafitau. Oui, je conclurai en disant qu'il me semble que l'évolution de la collaboration monétaire entre la France et les pays de cette zone était une relation historiquement qui était verticale, qui va de plus en plus vers une relation horizontale. Il me semble que ce sont des éléments positifs sur lesquels il faut continuer à réfléchir, à travailler. C'est ce qu'on fait ce matin avec les 3 experts qui sont là à discuter avec vous. Et je pense que, comme l'a expliqué également Monsieur Cavriac, la France doit collaborer et ne pas et attendre effectivement, comme il l'a expliqué, le souhait des Africains qui formuleront eux-mêmes leur souhait quant à l'évolution ou pas de leur dispositif monétaire. Je vous remercie. Merci. Moi, mon message, mon unique message, c'est de dire que j'ai bien écouté tout cela, nous avons tous écouté tout cela, que manifestement les conséquences des décisions que l'on prend sont beaucoup plus lourdes, positives ou négatives pour l'Afrique que pour la France, et qu'après avoir exercé une influence décisive, prépondérante et parfois impériale sur les décisions de cette zone, notre premier devoir, c'est de respecter la volonté des pays africains, quelle qu'elle soit. Et on a vu, en écoutant les uns et les autres, que c'était un choix complexe qui leur était offert. Rester, ne pas rester, transformer. Tous ces choix sont très difficiles, mais je pense que notre pays doit être à l'écoute des Africains. Nous avons une boîte à outils que nous pouvons que nous mettons à leur disposition. Ils s'en servent à leur manière et je crois que c'est cette disponibilité de la France qui me paraît être la sagesse pour un pays comme le nôtre, quels que soient les choix. On a vu qu'ils étaient très différents les uns des autres. Respectons la souveraineté des États africains,
C'est à eux de prendre leur destin en main et offrons-leur les possibilités d'avancer qu'ils souhaitent obtenir de nous. Voilà, je crois, ce message d'humilité que je pense nous devons tirer de cette remarquable table ronde que vous avez animée, Madame et Messieurs. Je crois que nous avons tous énormément appris. Nous avons été tout à fait éclairés sur cette situation éminemment complexe. Je cite toujours Sampé dans ces cas-là. Vous savez, les 2 albums de Sampé, premier volume, rien n'est simple. Deuxième volume, tout se complique. Et en réalité, c'est bien. Non, ben, c'est pas vrai. Il y a un 3e volume. En réalité, tout peut se décanter à la condition que nous sachions nous respecter les uns les autres et que notamment la France ne se sente pas, elle ne se sent pas, d'ailleurs de moins en moins, la volonté de faire le bonheur des gens malgré eux. Nous sommes à leur service et c'est à eux de prendre des choix qui sont, comme vous l'avez rappelé les uns et les autres, très difficiles. Merci Madame, merci Messieurs. Nous avons une décision à prendre qui n'est pas négligeable. Je suspends